Donc, bonjour et bienvenue à tous et à tous. On a en fait aujourd'hui l'immense privilège de réunir deux grands esprits pour une conversation qui sera sans aucun doute passionnante autour de la littérature jeunesse. Cet entretien va être particulièrement en fait abordé sous l'angle de Lire, c'est la vie, qui est une appellation de Marie. Et donc, je vous présente nos deux invités aujourd'hui, Timothée de Fondel, qui se passe un petit peu de présentation quand même, mais donc qui était de passage à Montréal là, dans le cadre du congrès de mots et de craie. Il est l'auteur de Toby Lolness, de Van Gogh, de Alma, dont le tome 3 est en fin d'écriture présentement. Et en fait, tu as collaboré aussi à plusieurs albums là, pour la jeunesse, La Bulle, Esther Anderson. Et Marie Bardidjian, qui est autrice jeunesse, donc entre autres La Chambre d'Adèle, Riopelle, l'artiste magicien et Le secret d'Alfred, donc toujours un peu autour du thème de l'art. Elle est conférencière aussi. Et initiatrice du manifeste On a tous besoin d'histoire, que Timothée a signé d'ailleurs. Je vous laisse la parole. Merci Marlène pour cette présentation. Et Timothée, je suis vraiment très heureuse de te retrouver dans le cadre de cette rencontre. Tu viens de publier aussi ce 101 façons de lire tout le temps. J'aime beaucoup l'aspect décontracté, le bonheur, le plaisir qui est là constamment dans ce livre. Et ça fait un très joli contrepoint avec le manifeste, justement, On a tous besoin d'histoire, que tu as eu la gentillesse de co-signer. Je vais juste relire la phrase que tu nous avais offerte. On a besoin d'histoire pour agrandir la vie. Le mot vie est bien là, pour la rendre plus vaste, un peu plus intense et pour nous laisser gagner par cette grandeur. Bon. Le manifeste se voulait un engagement social et une espèce de cri du cœur pour que la littérature devienne un peu prioritaire et que l'usage des livres ne soit pas réservé au monde scolaire, soit enfermé dans ce monde scolaire, mais dans une vision plus humaniste. Justement, il commence en disant que je ne connais pas d'enfant qui n'aime pas qu'on lui lise des histoires quand il est petit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au primaire et qu'on perd un petit peu ça ? C'est un enjeu qui me concerne beaucoup, qui te concerne aussi. On voudrait que nos jeunes lisent beaucoup, parce que l'expérience de la lecture, c'est pas la grammaire et l'orthographe. L'expérience de la lecture, c'est le ressenti, c'est ressentir quelque chose. Alors on va parler de cette expérience de la lecture ensemble, et je me suis dit qu'au fond, je pouvais faire un croisement entre les points qui sont proposés dans le manifeste, qui ouvrent à réfléchir sur la façon dont on peut présenter les choses aux jeunes, aux familles, et ton univers, ta pensée en tant que lecteur, en tant qu'écrivain, en tant que personne concernée par cet enjeu. Alors, j'espère que ça te convient. Ça me convient, et je suis même très honoré d'être un peu le cobaye là, qui va tester ces livres avec cette mise à l'épreuve là, qui est celle du manifeste. On va voir si ça tient la route. Mais tu vas voir, ça tient vraiment parfaitement la route. J'aurais pu même directement aller à la conclusion sur C'est la vie, mais on va faire des tours et des détours avec ces points. Alors, le premier point du manifeste, c'est on a tous besoin d'histoire parce qu'on a besoin de l'autre, et ça dès la naissance. Moi, j'aimerais que tu nous dises, dans ton parcours de vie, justement, dans ces textes que tu as reçus enfant, qu'est-ce qui t'a marqué ? Qui te transmettait ça ? Ce monde de l'écrit, ce monde des contes, des histoires. Alors, j'ai eu la chance de naître avec déjà pas mal de livres autour de moi. J'ai grandi avec ces livres-là qui existaient. Je pense en particulier à Tommy Ungerer. Je crois qu'il a fait à peu près les 3/4 de son œuvre avant ma naissance, comme si ça devait être prêt pour le 17 avril 1973, jour de mon arrivée. Donc ils étaient là à côté de mon berceau. Et donc j'avais ces livres-là qui m'ont vraiment fait grandir. Je pense, j'ai croisé du regard tout à l'heure mon livre qui s'appelle Le livre de perles. Ouais. Et il y a une phrase qui revient tout le temps dans ce livre-là, c'est « Les histoires nous inventent ». Les histoires, et on dit toujours qu'on invente des histoires, mais
à vrai dire, je crois que c'est elle qui nous invente, qui nous fabrique, qui nous forge. Les histoires écrites et les histoires qu'on raconte, que ce soit l'histoire lue, mais aussi l'histoire de vie partagée. Et je pense en particulier ces trajets en voiture qu'on faisait avec mon grand-père, pour partir à la campagne. Il remplissait sa voiture peut-être un peu pour libérer les parents qui avaient quelques jours de vraies vacances, c'est-à-dire sans nous, et on partait vers la campagne. Et là, on lui demandait qu'une seule chose, c'est de nous raconter, en particulier nous raconter ses évasions, parce qu'il avait été en captivité pendant la guerre et qu'il avait tenté 1000 fois de s'évader sans réussite. Et il nous racontait les mêmes histoires. Et ces couches-là de la même histoire racontée, qu'on finit par corriger quand le grand-père oublie un détail qui est celui qu'on préfère, ça compte beaucoup. Et ce rapport-là du livre, même du peu de livres qui sont lus et relus, et c'est pour ça que j'ai une passion pour l'album, même si je suis encore un auteur d'album assez débutant, mais peut-être par admiration pour les grands auteurs et les grandes autrices d'albums. Donc voilà, j'ai effectivement j'ai fréquenté les histoires et très vite j'ai eu envie d'en fabriquer moi-même, presque en même temps. Et tu les fabriques toi-même justement en faisant jouer ces différents niveaux de lecture en fait. Tu fais des albums, tu fais des romans, et je dirais même que tes personnages de romans, c'est ça qui est intéressant, on oublie leur âge. Il y a vraiment quelque chose, on ne sait plus s'ils sont entre l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Je pense à une de tes dernières héroïnes, je ne pense pas à Alma, mais à Amélie, pour laquelle tu as un petit faible, je sais. C'est vrai, Amélie, on oublie qu'elle n'a que 16 ans. Parce que tu prends les enfants pour des êtres intelligents, tu es capable de les emmener très loin. On va revenir peut-être sur tes personnages, mais c'est quelque chose qui me frappe. On dirait que l'enfance est toujours là. C'est vrai, façon. Et je brouille les pistes pour que tout le monde se mette dans la peau ce matin des élèves que je rencontrais à Montréal, me demandaient le prénom d'un personnage, parce que c'est le personnage principal, mais je ne dis pas son prénom dans le livre. Et c'est peut-être ce genre d'ellipse que je laisse, c'est vraiment c'est un moyen de plus de s'approprier. Et si je répète toujours qu'Amélie a 16 ans, le lecteur de 14 ans, le lecteur de 17 ans, le lecteur de 72 ans risquera de le mettre un peu à distance. Et donc on l'oublie, je le rappelle de temps en temps, simplement. D'ailleurs, par rapport à mon premier point, je pensais à ton livre « Le jour où je serai grande », parce que tu as quand même offert un livre à des tout petits, mais qui peut se lire très longtemps. Un livre très poétique et magnifique. Alors, le deuxième point, c'est nous avons besoin d'histoire parce que nous cherchons des réponses. Et ça m'a frappé... je me disais qu'on pouvait faire un lien avec le capitaine Rosalie, excuse-moi, j'avais un petit doute. Capitaine Rosalie, elle cherche des réponses, elle sent qu'il y a quelque chose. Et ça, comment ? Elle en cherche une réponse. Elle en cherche une réponse. Alors, tes héros sont quand même beaucoup là-dedans, mais peut-être qu'on peut parler particulièrement de Capitaine Rosalie. Oui, tu as parfaitement vu les choses, parce que c'est ça le sujet. Il y a cette toile de fond de la guerre de 14-18 qui est là, mais qui est, à vrai dire, un peu un prétexte pour parler de quelque chose qui concerne le jeune lecteur ou la jeune lectrice aujourd'hui, maintenant. Et elle apprend à lire, elle a cette mission-là qu'elle s'est donnée à elle-même, alors qu'elle est beaucoup plus petite que les enfants de la classe. Au fond, donc c'est cette jeune fille, cette petite fille de 5 ans, qui est mise au fond de la classe avec des élèves plus grands, et qui va se donner cette mission. Ça commence par la phrase « J'ai un secret ». Et ce secret, c'est cette mission qu'on ne prend pas au sérieux au début. On se dit « c'est tellement adorable, cette petite fille qui s'y croit », alors qu'en fait, c'est la seule qui est dans la vérité. Elle veut apprendre à lire, elle sait que c'est ça qui lui donnera la vérité. Et c'est ça qui donnera cette réponse sur ces lettres que lui lit sa mère, et dont elle comprend qu'elles sont brodées, qu'elles deviennent imaginaires, avec les lettres de son père qui arrivent du front, parce que son père est au combat. Ces lettres-là sont déformées par la mère. Et il y a un seul moyen pour connaître la vérité, connaître la réponse sur son père, qu'elle connaît à peine, c'est d'apprendre à lire. Et ça, je pense que c'est
Mais c'est vrai pour tous les livres qu'on lit, c'est vrai qu'on cherche, c'est vrai qu'on est habité de grands points d'interrogation, de grandes questions dès l'enfance, et que c'est le lieu, y compris d'ailleurs en lisant des livres qui ne sont pas pour nous, qui ne sont pas prévus pour nous. Moi, j'ai beaucoup grandi, par exemple, j'étais chez ma grand-mère pendant l'été, et il y avait une petite bibliothèque dans une maison au bord de la mer, et j'ai pris de en haut à gauche à en bas à droite, et il y avait une sorte de roman de chasse dans le monde, vraiment, ou un polar, ou un roman d'espionnage, ou des livres de littérature très vieillottes des années 40 qui n'avaient pas très bien vieilli, mais qui m'émerveillaient. Et voilà. Donc ce qui me fascine à t'entendre parler, c'est quand même qu'on arrive à avoir des réponses ou des formes de réponses, des chemins de réponses grâce à la fiction, qui n'est pas du tout parfois en lien avec des questions beaucoup plus concrètes. Alors là, je pense qu'on devrait parler ensemble justement de la place de la fiction dans nos vies. Pourquoi on a tant besoin de cette fiction ? Alors tu l'as dit, pour agrandir nos vies, mais c'est quand même assez magique de voir qu'à travers tous ces livres, on se reconnaît tous, il y a toujours quelque chose qui... Je pense qu'on a besoin du détour. On a besoin du détour pour faire une sorte de boucle qui revient vers nous. Mais les livres dont vous êtes le héros, moi j'y crois pas complètement. On est en effet, le lecteur est toujours le héros du livre, dans le sens où au bout du compte c'est lui qui fait l'histoire. D'ailleurs, c'est Barthes qui disait ça. Ah oui, mais voilà, tout à fait. Son et le texte, il n'y a rien de plus. C'est inerte. Un livre qui n'est pas lu, c'est comme... Mais moi, j'avais cette sensation-là. J'ai fait, pour Gallimard, une petite préface, alors, le plus grand honneur de ma vie, d'une édition du Petit Prince. Et je racontais... c'est mon père qui me le lisait quand j'étais enfant. J'étais vraiment tout petit, beaucoup trop petit, 4 ans ou quelque chose comme ça. On habitait au Maroc, et ma mère était partie parce qu'elle attendait mon petit frère, et elle était suivie un peu de près, et elle était partie pour la France, pour accoucher en France, et on restait là, et mon père nous lisait Le Petit Prince tous les soirs. Et je raconte comme tous les jours, je regardais le livre comme un animal qui dormait et qui allait se réveiller le soir, et je le regardais, et il y avait quelque chose c'est ce besoin de... Mais il créait un désir. Il créait un désir, ça, et il y avait le désert en commun peut-être avec le Maroc, il y avait le désert, voilà, les lapsus. Il y avait le désert qui entourait. Moi j'étais à Agadir, dans un endroit où il y avait assez proche, il y avait des grandes étendues de sable, donc il y a des points communs avec le pilote et le petit avion planté dans le désert, dans le sable, et le renard, et voilà. Mais c'est... Alors justement, pour faire un lien avec ce que tu viens d'évoquer, dans le 3e point du manifeste, c'est qu'on est en quête de sens, et je disais que Roland Barthes disait fortement, haut et fort, c'est le lecteur qui fait l'histoire quelque part. Ce qui est magnifique dans tes livres, je pense à Van Gogh entre autres, c'est que qui que nous soyons, je pense que tout le monde a sa place dans tes livres. Il y a tellement de personnages, c'est tellement foisonnant. On peut être Van Gogh, mais on peut être aussi un de ces personnages à ses côtés. On peut être une femme, un homme, peu importe. Tu nous ouvres un panel de personnages tellement grand que je crois que, et c'est peut-être la réussite aussi auprès des jeunes et des adolescents, qu'il y a toujours une part d'eux-mêmes quelque part dans tes personnages. Chacun y trouve son point. Voilà. Donc il y a la quête de sens du personnage principal, mais il y a aussi le sens que nous voulons bien y donner. Ah ouais, et même dans les rencontres que j'ai pu faire à Sherbrooke et à Montréal, il y avait cette idée-là des enfants qui arrivaient et qui me parlaient de la taupe dans Van Gogh, par exemple, avec une sorte qui était le personnage. Voilà, j'ai rencontré une Émilie, par exemple, et c'est en fait la taupe, le vrai prénom du personnage qui s'appelle la taupe, c'est Émilie, et il y avait une identification. Là, la rencontre était très très émouvante, et effectivement on cherche et ça c'est la fiction qui le permet, c'est la fiction qui permet de
de nous agrandir, toujours avec cette idée-là de faire naître le héros en nous. Oui, voilà. Et parfois, c'est peut-être le côté subversif de la littérature, parfois devenir le méchant, ne serait-ce que l'espace de quelques pages. Exactement. Ça n'est pas interdit. Dans Alma, il y a ce personnage d'Amélie, qui est un personnage qui reprend la plantation de canne à sucre de son père, de sa famille Bassac, grand armateur et planteur de La Rochelle, et qui a 150 esclaves et qui les met au travail pour faire tenir sa plantation. Et en effet, j'ai beaucoup de lecteurs qui sont avec elle dans cette voie. Alors que, évidemment, c'est évidemment une grande partie d'un immense crime contre l'humanité. Je sais pas si... Mais on a de l'espoir sur Amélie. Oui, je ne sais pas ce qui va se passer dans le troisième tome. Mais elle tarde à ouvrir les yeux. On a envie. À la fin, j'ai terminé le deuxième. De se mettre à la place du méchant. Tu racontais ce matin que même dans ce personnage-là, tu lui avais imaginé un business plan d'expansion de sa plantation et tout ça, donc vraiment complètement... Je suis à essayer effectivement qu'elle réussisse quand je suis avec elle, et je suis aussi de l'autre côté avec Nao, la mère d'Alma, qui est là et qui simplement essaye de survivre avec sa petite fille. Et donc il y a ce... Et ça, c'est très important pour moi, parce que je me rappelle, par exemple, sur ce thème d'Alma, ce thème de l'esclavage, je me rappelle qu'il y avait une sorte de consensus en Europe sur le fait que ça marchait, que c'était quelque chose qu'il n'y avait pas de problème. Si ça a continué comme ça, même pendant la Révolution française, et donc il n'y a pas de raison que mes personnages ne soient pas, que certains de mes personnages n'aient pas cet aveuglement complet sur cette tragédie, ce crime qui se déroulait sous leurs yeux. Bien sûr. On va revenir d'ailleurs à Alma un peu plus loin. On a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de symboles forts. Là, je voudrais revenir à ton Toby. D'abord parce que Toby, c'est quand même le grand déclencheur. C'est l'écriture, je crois, si je me trompe, tu me le dis, qui t'a permis de presque t'autoriser à toi-même de continuer d'écrire. Et aussi, il me semble que dans Toby, pour moi, Toby, c'est un conte, c'est une fable. Tu fais appel à des notions qui sont celles du conte. Il y a un arbre, il y a des bons, il y a des méchants, bon, on le retrouve dans tes autres livres aussi, mais ce symbole de l'arbre, quand même, il est extrêmement fort. Comment tu l'as imaginé? Comment tu es venu à créer cette histoire dans un arbre? Il me fallait un monde fragile je pressentais, je pense, même si je m'en défendais à ce moment-là, je voulais juste raconter une histoire. C'était pas une fable comme La Fontaine commencerait en disant « La raison du plus fort est toujours la meilleure » et nous l'allons montrer tout à l'heure. Et il raconte son histoire. Là, la fable elle est apparue plutôt au fil de l'écriture. Au début, j'étais simplement avec mon Toby d'1,5 millimètre dans cet arbre, mais un pressentiment de cette image d'un monde fragile. Et ensuite, j'ai voulu lui créer, comprenant sa ressemblance avec une autre sphère qui est celle de notre planète, j'ai voulu lui créer presque une géopolitique avec les cimes et les grandes plantations de lichen, les basses branches très humides, très serrées, où quelques exilés se retrouvent, les branches intermédiaires, les endroits, voilà, tous ces lieux-là liés à la présence, la capacité du soleil à atteindre plus ou moins ces différentes zones, ça s'est construit, mais vraiment en faisant une chose principale qui est de coller mon nez contre l'écorce et de regarder ce qu'on y voit et de voir les canyons qui se dessinent dans l'écorce, de voir les forêts que sont simplement une petite étendue de mousse de 10 cm². Donc il y avait simplement de l'observation, je pense aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi cette échelle. C'est que je voulais faire cet effet de loupe. Il fallait, pour rendre, là encore, on revient à la grandeur, pour rendre le monde plus grand, plus dangereux, plus passionnant, plus émouvant, plus tragique, il fallait que mes personnages soient tout petits. Et plus ils étaient petits, plus le monde était grand.
Et donc j'avais hésité. Au début, je m'étais dit qu'il ferait plutôt 1 centimètre, ce qui était finalement... D'ailleurs, François Place, l'illustrateur, a un peu triché. Il a un petit, quand on voit, il a voulu, parce que c'est difficile à représenter en 1,5 millimètre. Oui, c'est le défi. Voilà, c'est un grand défi. Et je voulais qu'on mette plusieurs semaines pour faire un voyage à travers les branches. Donc j'ai calculé longuement, de même que j'ai calculé le poids. À un moment, je dis le poids de Sim Lollness, le père de Toby. Je ne sais pas pourquoi j'en avais besoin. Et ça a été très compliqué parce que c'est pas à l'échelle. J'avais réduit donc 1,5 millimètre. Je m'étais dit c'est 1,50 m dans notre monde. Donc je m'étais dit je prends le même coefficient, je réduis et ça marche plus du tout en fait. Le poids n'est pas en fonction de la taille. Et donc j'ai pris un petit bout de riz que j'ai fait peser par un ami dans un labo de chimie et qui m'a trouvé, je crois que c'était un décigramme, quelque chose comme ça, qui est le poids de Sim Lollness. Un bon décigramme, j'ai dit pour... Voilà. Merci de nous livrer des petits secrets de création. En fait, ce que je trouve, le lien avec le conte, c'était que il y a une idée de cette structure du conte, enfin dans ce qu'est le conte de façon très pure, un héros qui... Mais toi, alors tu arrives, et dans les contes, les choses sont souvent caricaturées, un très méchant roi, on ne décrit pas le contexte tant que ça. Et justement, c'est comme si toi, tu déployais à travers ce squelette d'histoire, vraiment, tu as une capacité à créer ces mondes, et y compris dans cet arbre rempli d'insectes aussi, les insectes. On oublie qu'on est dans l'arbre à un moment donné à la lecture, c'est ça qui est très très beau. Alors, on a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de miroir. C'est vrai que moi, je suis un peu ton personnage de Esther Andersen. Je ne suis pas Esther, mais je serais plutôt le garçon, un peu timide à cet âge-là. Peut-être j'aurais aimé être un peu Elisha. C'est important ça, et toi? Est-ce qu'il y a un personnage de tes livres qui te semble être un peu miroir avec toi-même, à toi-même? C'est étonnant parce que hier, je rencontrais une enseignante qui m'a dit... qui me parlait de Esther Andersen et qui me disait donc cet album. Andersen, c'est Andersen. Andersen, d'accord. Voilà, chacun s'approprie. Elle sait mieux que l'auteur, merci. Et qui me disait vraiment ce livre-là, je me reconnais à chaque page. Et elle dit, et à la fin, elle me dit, elle allait repartir et elle revient, elle me dit, en fait, je crois que j'aurais vraiment aimé rencontrer ce garçon. Elle me dit ça. Et j'ai pas osé lui dire que peut-être. Parce que là, c'était pas le moment, c'est comme si je faisais une déclaration que le garçon, il y a peu de personnages qui me ressemblent autant que ce garçon-là. Moi, j'étais pas l'oncle Angelo chez qui va le garçon d'Esther, qui n'a pas de nom d'ailleurs, pour pas mettre le mien. Mais c'est pas chez l'oncle Angelo, mais chez ma grand-mère sur l'île de Noirmoutier, et qui partait le 1er juillet. J'avais 3 frères, une sœur, mais je laissais tout le monde et je partais tout seul avec ma grand-mère. J'avais ce moment et je faisais ces cercles de plus en plus larges autour de la maison, avec l'arrivée au bord de la mer. Et alors il n'y a pas eu à ce moment-là précis une Esther Andersen, mais je pense que ça c'est ce personnage qui découvre la liberté. C'est un moment précis de ma vie, je pourrais dire été 86 par exemple, été 86. C'est quelque chose de décisif. Donc, mais à vrai dire, chaque personnage, et qu'il soit un personnage féminin ou masculin, il y a quelque chose de moi. On ne peut pas s'empêcher de mettre quelque chose de soi dans tous les personnages. Et tu permets au lecteur d'être aussi un peu dans tes histoires en étant miroir de certains personnages. Tu me permets une question, oui, bien Marie. sûr. Toujours dans cette question de cette idée de personnage-là qui te représente un peu, je suis très curieuse de ce que tu aurais à dire, par exemple, sur l'album La Bulle. De cette noirceur-là, justement, qui flotte autour de ce personnage-là. Est-ce que... Alors, c'est plus lié à cette illustratrice que j'ai rencontrée qui un jour, puisqu'elle faisait qui a fait La Bulle, mais là je vous donne le dénouement, parce que je la rencontre parce qu'elle fait son sujet de fin d'études d'école d'art autour de Toby Lollness. Elle fait son diplôme sur Toby Lollness, et elle s'appelle Héloïse Scherer, et elle me contacte par mon éditeur en me disant qu'elle aimerait bien me rencontrer pour que je préface son sujet. Moi j'étais un peu terrorisé parce que
tellement, voilà, si ça me décevait, j'aurais tellement de mal à lui dire, et j'aurais tellement de mal à... Bon, j'ai essayé d'éviter, puis finalement je suis arrivé, elle m'a présenté, j'ai découvert une actrice incroyable, une maturité de dessin, quelque chose d'impressionnant, surtout une dextérité folle, qui partait un petit peu dans tous les sens, mais qui m'éblouissait. Et je me suis dit, tiens, je vais la surveiller, Héloïse. Et en fait, je vais la surveiller, parce que je me suis dit, je veux vérifier qu'elle trouve sa place en sortant de l'école, quelque part dans l'édition. Et puis, 2-3 ans après, je trouvais que je regardais les sorties de livres, et donc, je me suis dit, tiens, ben on va voir si on ne pourrait pas collaborer. Et j'écris une histoire, et à vrai dire, je trouve que c'était elle qui m'inspirait. C'est drôle parce qu'elle me disait tout le temps, mais c'est bizarre, je reconnais un truc dans ce personnage que tu as inventé. Et il n'y avait rien de bizarre. Je n'osais pas lui dire, mais que c'était vraiment, évidemment, elle. L'effet miroir, il était là aussi dans la création. Et voilà, et j'ai inventé cette jeune fille qui a toujours cette bulle un peu sombre au-dessus d'elle qu'elle emmène, qui est là, qui est simplement une sorte d'ombre, et qui un jour, une nuit, commence à grimper, et qui part à l'aventure dans cette bulle pour l'explorer. Et c'est un livre qui fait vraiment un chemin très spécial. En particulier, je pense à une psychologue que j'ai rencontrée récemment, qui me dit qu'elle travaille tous les jours avec ses patients, en particulier ses jeunes patients, avec ce livre-là. Avec cet album. Et donc c'est un livre qui est un peu à part, mais chaque histoire a son parcours et est venue au monde d'une manière différente. Alors, j'aimerais qu'on parle de liberté. La liberté au sens large. Découvrir un sentiment de liberté quand on lit une histoire, c'est formidable, on l'a dans tes romans, je pense que c'est un sentiment qui les anime beaucoup, mais aussi au sens le plus large, le fait de s'autoriser, donc comme je le disais tout à l'heure, à transgresser les interdits, mais aussi ta liberté d'auteur par rapport à ce que tu écris. Et là, je voudrais revenir à Alma et sur la liberté que tu t'es donnée d'écrire ce roman sur cette saga sur l'esclavagisme. Je sais que ça fait couler de l'encre. On t'a un petit peu confronté à l'appropriation culturelle. Alors, où s'arrête notre liberté d'auteur? Est-ce qu'on doit vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant, ben là, je ne peux pas écrire là-dessus, je ne suis pas autochtone, je ne peux pas écrire là-dessus, je n'ai pas la peau noire, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et est-ce que tu y as pensé en écrivant Alma? Alors heureusement d'ailleurs, j'avais vraiment une conscience de la gravité de cette mémoire-là, et de la blessure immense auquelle elle correspond, et c'est même elle qui m'a fait écrire, disons. Donc c'est vraiment vous connaissez la phrase tous croyaient que c'était impossible, vint un homme qui ne le savait pas, et ce fut fait. Et j'ai joué un peu les naïfs à un moment en disant alors c'est vrai que c'était avant des mouvements plus récents, c'est-à-dire que je m'y suis mis vraiment il y a 7, 8 ans, 9 ans, et d'ailleurs je me souviens quand j'en ai parlé à mes éditeurs d'Allemagne, ils disaient ah ouais, sur l'esclavage, et c'était plus la surprise, pourquoi ça plutôt qu'un autre sujet, alors que c'est un sujet gigantesque de notre histoire à tous. C'est un sujet immense et extrêmement méconnu. Les programmes d'histoire français, par exemple, c'est un petit bout de programme qui devrait se faire fin juin ou début septembre de la classe suivante. Il y a un énorme problème là-dessus. Donc j'avais ce besoin de raconter cette histoire depuis mon adolescence, où j'ai vécu un peu en Afrique, et j'ai découvert. Voilà, j'ai vraiment découvert sur la côte du Ghana pendant des vacances de la Toussaint, un jour, les vacances de la petite saison des pluies. On est parti en voiture avec une Mazda 323 sur les routes vers le Ghana, et découvert les lieux principaux de la traite, qui étaient ces grands forts hollandais, anglais, portugais, espagnols. Vraiment beaucoup de gens s'y mettaient pour faire ces grandes forteresses blanches où étaient
parquer les captifs faits dans toute l'Afrique, jusque très loin dans l'intérieur des terres, avant d'être emmenés vers les Caraïbes et toute l'Amérique, les deux Amériques. Et j'ai vu, et ça a été, et je découvrais quasiment cette question de l'esclavage à ce moment-là, à 13 ans. Je la découvrais en marchant dans ces lieux qui étaient complètement à l'abandon, qui sont devenus heureusement des lieux de pèlerinage aujourd'hui pour beaucoup d'Américains ou d'Antillais, et lieu de mémoire et de réancrage dans ce continent qui est celui de leurs ancêtres. Et j'ai découvert ça en marchant pieds nus dans les caves de ce lieu-là. Et mais je suis rentré et j'ai commencé à écrire des choses. Alors ensuite, 35 ans ont passé parce que peut-être que j'attendais, c'est étrange ces stratégies de survie pour que les histoires existent. J'attendais que Toby, que Van Gogh, que quelques autres livres existent pour pas embarquer que les gens déjà convaincus, déjà passionnés par ce sujet, déjà même concernés par ce sujet. Je voulais embarquer plus largement. Et donc, et à un moment, là, il y a eu l'évidence. Je terminais le livre de Perles, et c'était le moment, et il fallait, voilà. Et au total, je pense que j'y aurais passé 10 ans de ma vie. Et voilà. Et alors que de recherche. Oui, beaucoup de recherche. Là, je peux pas me balader, même dans ma chambre d'hôtel. Là, j'ai un paquet de livres sur le. J'ai 300 ou 400 livres en permanence avec moi, sans parler que des livres, parce que j'ai énormément de manuscrits grâce aux merveilles en ligne qu'on peut avoir des universités américaines, de la BNF, du site Gallica, donc c'est complètement passionnant. Et bon, mais avec cette question permanente que 95% de mes sources sont écrites par des blancs, par les capitaines de vaisseaux qui tenaient les livres de comptes, par les planteurs, par les vendeurs, les transactions, les ventes ou rachats d'esclaves. Et en effet, et c'est pour ça que j'avais cette responsabilité de savoir très rigoureux, et de savoir que j'ajoutais une couche à supplémentaire, mais je trouvais plus important de raconter cette histoire que de ne pas le faire. Donc j'ai dépassé mes inquiétudes, mes préoccupations, et surtout j'ai fait confiance à tout ce qu'on a en commun, à tout ce qui nous rassemble, qui a fait pour moi l'écriture, c'est vraiment, et la lecture, la découverte de la lecture, c'est d'autres vies que la mienne. C'est ça qui m'a intéressé dans la lecture, et c'est ça qui m'a intéressé dans l'écriture, c'est d'autres vies que la mienne que je pouvais mettre sur le papier. Mais d'ailleurs, tu mets très bien l'accent dans Alma sur quand une rencontre se fait entre un personnage noir et un personnage blanc de peau. Oui. C'est sur leur rapport humain que ça se passe. C'est quand on comprend que l'un et l'autre, on a ça en commun. Tant que les Blancs ne prenaient les Noirs comme des bêtes de somme, en fait, ils ne les autorisaient pas à avoir du ressenti. Mais à partir du moment où se crée un lien qui est basé sur une relation humaine, là, on a l'espoir. C'est ce qui arrive. Et je me rends compte, parce que je suis encore dans l'écriture, la fin de l'écriture du tome 3, que très régulièrement... mais j'oublie de rappeler la couleur de peau de l'un ou de l'autre, ou même d'ailleurs tout le premier chapitre d'Alma, je pense, le seul moment où je parle de la couleur de peau, c'est la famille d'Alma qui sont dans leur vallée des origines, qui est une vallée mythique pour tous, là aussi. S'autoriser à mettre des paradisiaques, c'est le droit aussi, le plus bel hommage à cette mémoire, c'est de rendre hommage à cet imaginaire aussi qui est tellement important. Et donc chez cette famille-là, et le seul moment où je parle de la couleur de peau, c'est quand je dis qu'il se chauffe le blanc des pieds sur le feu. Et c'est très étonnant, mais c'est absolument involontaire, et en fait je crois que c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer récemment. Donc oui, c'est... Dans ce siècle des Lumières, on se pose énormément de questions. Enfin les jeunes vont s'en poser, vont découvrir. Moi, j'ai aussi découvert des tas de facettes en fait que je ne connaissais pas. Et je reviens à ma question de la liberté, mais quelle liberté s'est-on octroyé, nous les Blancs,
de faire ça. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une liberté d'ailleurs, qui était une liberté uniquement axée vers le rendement et priver les autres de la liberté? C'est pour ça que la liberté est au cœur de tout, mais il est au cœur de tous tes romans. Hein, oui, c'est vrai. Mais déjà, partout, Toby, voilà, Toby, on a parlé d'écologie, mais il y a le totalitarisme et un pouvoir populiste. Vraiment, j'ai eu beaucoup de réactions parfois quand tel ou tel président quelque part dans le monde est élu. Je reçois des messages en me disant Joe Mitch, qui est le grand méchant de Toby, Joe Mitch au pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a des échos malheureusement dans l'histoire, dans notre histoire récente. Alors je reviens un petit peu à tes personnages. Dans le manifeste, je dis on a besoin d'histoire pour être moins seul. C'est vrai que les personnages nous prennent par la main, nous entraînent parfois des personnages qui nous marqueront toute notre vie, ça c'est clair. Et on sait aussi, il y a eu des témoignages de prisonniers de guerre qui ont raconté tenir bon parce qu'ils avaient des récits dans la tête, des personnages, de la poésie. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Alors, je remarque quand même que tes personnages principaux sont seuls souvent. Ils sont seuls face à l'adversité. Ils sont pas... Oui, ils vont avoir des alliés, mais dans leur combat, ils sont toujours seuls au fond. Même Alma, qui à un moment donné, t'avais quelqu'un, elle repart toute seule. Enfin, donc, tu peux pas les imaginer autrement que se suffire à eux-mêmes. C'est quelque chose... Ça crée le devoir de les séparer régulièrement, ou de les faire se se rater. De temps en temps, j'entends beaucoup de rendez-vous ratés. C'est ça. On est là, on se dit mais non, juste à côté. J'entendais ma fille il y a quelques mois qui avait un peu de retard sur Alma 2 et qui le lisait et qui hurlait « Non, papa, mais non, c'est pas possible !» Elle se mettait en colère contre l'auteur qui se trouvait être son père, sur deux personnages qui étaient à quelques mètres et dont on devinait qu'ils allaient se rater pour longtemps. Et le besoin, c'est un peu il n'y a une histoire que s'il y a un obstacle, que s'il y a une épreuve, que ça c'est... Et donc, et c'est ça la fabrique du héros. Ce sont ces épreuves-là. Du héros romanesque. Toi, tu es vraiment dans le héros romanesque. Mais ça ne les rend que plus forts, j'ai l'impression, d'être cette solitude. La capacité d'aller chercher en soi tout le temps des ressources pour se sauver d'un mauvais pas, pour se sentir. Et fondé sur la mémoire. Tu parlais de paradis perdu, fondé sur la mémoire de liens, au contraire, de relations, qui sont le moteur. De temps en temps, quand je me dis, mais est-ce qu'on se rappelle pourquoi elle court, là, Alma, ou pourquoi il court Toby, ou pourquoi il court Van Gogh? Et à chaque fois, je me dis, allez, je vais mettre une bulle de mémoire, une bulle de souvenir pour remettre du carburant dans la motivation de ça, parce que c'est pas... Ça m'est arrivé en tant que lectrice. Dans Alma, à un moment donné... Je lisais, mais j'avais juste du plaisir à lire, peu importe où j'allais. Voilà, c'est ça. Et là, tu reviens avec une petite phrase. Ah oui, c'est vrai, on est là. Oui. Et ça, ensuite, il y a autre chose, c'est l'écriture, c'est-à-dire la petite broderie de l'écriture qui va sans arrêt accrocher un peu le lecteur pour le retenir, lui dire, et pour le mettre dans quelque chose c'est ça, c'est quasiment pour moi les lois de l'hypnose. Vous savez, on vous dites à quelqu'un, vous lui faites un petit croche-pied qui le fait basculer et vous lui dites tu es en train de tomber en arrière. Et là, il fait un lien entre votre voix et c'est vrai que mais ça existe dans l'écriture aussi. Et donc ensuite, quand vous lui direz ta main se lève, la main se lèvera parce qu'il aura... Et bien c'est la même chose pour moi dans l'écriture. Dans l'écriture, il y a cet effet, c'est tout à coup, parce que j'ai décrit, je ne sais pas, la première pluie d'orage à la fin de l'été, avec son goût de poudre, son odeur de poudre ou de confiture de mûre ou de cahier d'écolier, et qu'on se dit mais il a raison là. Et ensuite, quand vous direz l'impossible, on vous croira. Et quand on entrera dans l'imaginaire,
on nous croira. Et ça, c'est un... Voilà, je sais pas, je pense au début d'Alma, l'âme, le petit frère qui avale une goutte de pluie en tirant la langue. C'est quelque chose qu'on a fait, je crois, 100% de l'humanité a fait à un moment ou à un autre. Mais c'est toute cette mémoire sensitive, en fait, que tu utilises. On sent bien que toi-même, dans ta mémoire, dans tes souvenirs, il y a beaucoup de sensations. Et je pense que tu nous les fais vivre à travers tes personnages. Comme tu dis, la pluie, l'instinct aussi de tes personnages. Quand Alma, elle sent que elle n'est pas loin de ce qu'elle aime. C'est vrai. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu dirais si j'avançais qu'on a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de prendre des risques? C'est très vrai. Et moi, en tant qu'auteur, le risque est un tremplin. Je pense à Van Gogh, là. Il en a pris des risques, Van Gogh. Il y a les risques des personnages, mais il y a aussi les risques de l'auteur. C'est dans Georgia, un moment, un livre disque, il y a une chanson où je dis promettre un peu trop, espérer davantage. Et quand je dis Alma sera une trilogie, c'est que je sais que c'est un tout petit peu plus que ce dont je serais capable. Mais c'est ça c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Je l'ai dit à des jeunes auteurs ou autrices en herbe que j'ai rencontrés à Sherbrooke. Je leur disais, quand c'est difficile, c'est bon signe. C'est que vous allez un peu plus loin que les ressources naturellement mobilisables normalement, et que vous dépassez. J'ai honte, mais je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue sur... Je ne sais pas pourquoi je tombais sur une vidéo sur les abdominaux. Aucun besoin, voilà. Mais la femme qui faisait cette vidéo, une athlète, disait... alors, le signe, c'est quand ça fait mal, continuez 10 fois. Et j'ai pris ça pour moi. Et je me dis ça quand j'écris. Quand j'écris et que c'est difficile. Lire, c'est faire des abdos. Quand ça fait mal, continuez. Et c'est vrai pour les personnages. Prendre des risques. Toby, qui sort enfin du cratère de Joe Mitch, il a réussi à s'échapper. Il a croisé un personnage qu'on appelle tête de truc, et dont tout le monde se moque, mais au moins lui il s'en est tiré, Toby, et il est parti. Et là, c'est Toby lui-même, et moi en même temps, auteur, on se dit, non il faut, ou c'est Toby qui dit, non il faut que j'y retourne, je peux pas laisser tête de truc là-bas, alors qu'il avait trouvé le trou dans le grillage. Et non, il faut que j'y retourne. Et moi j'ai envie de dire, non, tu sors là. Non, c'est fini, ça y est, t'as réussi à t'en sortir. Il dit, non, je peux pas. Et le voilà qui repart, qui prend le risque de repartir. Et ça, c'est un peu, quand ça fait mal, continuer 10 fois, c'est à nouveau comment chercher ses ressources et aller un peu plus loin que ce qu'a priori on est capable de faire. Mais je dirais, j'oublie pas le lecteur aussi, qui prend des risques à lire un livre, qui va l'entraîner vers quelque chose qu'il aime ou qui va être déçu, j'en sais rien. Il part à l'aventure avec toi, avec ton écriture. J'ai une admiration pour le lecteur qui se lance dans ces histoires-là, et heureusement, je pense à lui, et chaque ligne, je vérifie sans arrêt sur mon épaule qu'il est toujours là. Alors, je crois qu'on a presque fini, mais j'ai encore deux questions. D'abord, l'écriture, justement. Tu as un style, Timothée, je crois qu'on t'accorde tous à le dire, ça coule, on a du plaisir à lire. Tu as eu conscience que tu écrivais comme ça dès le départ. Je sais que tu travailles beaucoup, mais je veux dire, là, tu as une écriture à la fois très alerte, très poétique. Tu sais d'où ça vient, ça? Alors, je fais beaucoup reposer sur l'outil, les rabots, tout le travail pour faire... Mais je pense qu'en effet, il y a peut-être quelque chose aussi, peut-être ce grand-père là qui me récitait tout Cyrano. Il avait justement en captivité, il avait reconstitué tout Cyrano de mémoire pour le jouer avec ses amis.
donc il y avait cette musique, musique. C'est vrai que c'est je pense qu'il y a quelque chose, mais de l'oreille. Pourtant, j'ai pas je me crois ayant la pire oreille de ma famille. Chanter, là. Non. Et pourtant, il y a quelque chose, et ensuite, il y a cette envie de clarté, qui est pour moi très importante, qui est clarté dans tous les sens du terme, un peu de lumière, et clarté au sens de transparence. Que la langue, essayer de simplifier la langue sans rien sacrifier de la complexité aussi, qui est celle du monde. Parce qu'elle a tellement beau. Et ça, et la complexité, on peut croire que les jeunes lecteurs sont pas capables, mais ils sont dans un monde complexe. Il n'y a jamais un lecteur de moins de 20 ans qui me dit que j'ai trop de personnages. Alors que beaucoup de lecteurs de plus de 20 ans me disent mais n'importe quoi. Il n'y a jamais voilà, il y a quelque chose dans cette complexité, de même qu'ils ont 1500 amis sur Instagram, et ils n'ont pas peur. Mais ton écriture est claire. Alors, malheureusement, j'aurais voulu qu'on parle d'amour, j'aurais voulu qu'on parle encore de l'imaginaire et de l'émerveillement, mais ça, on a compris à travers tes mots tout ce que combien tu mettais d'imaginaire et d'émerveillement. Et justement, ma dernière question, c'est ça. Est-ce que tout ce que tu mets en récit dit ton admiration pour la vie ? Immense question. Oui, mais peut-être pour me la rappeler à moi-même aussi, c'est effectivement une sorte d'exercice d'émerveillement, sur les relations, et même d'ailleurs sur probablement, mais alors là je le formule pour la première fois, je n'ai pas de psy, mais on est quand même sur un divan, alors j'en profite. Peut-être un peu dans mes incapacités que je peux avoir dans d'autres moments, dans des moments de la vie, et là tout à coup tout est possible. Alors, vraiment, je l'ai jamais formulé comme ça, mais tout à coup dans l'écriture tout est possible. Pour pas un rond, je dirais, parce que qu'est-ce que c'est qu'un stylo ou éventuellement un ordinateur, mais pour pouvoir raconter tout, faire que la famille d'Alma peut-être se retrouve un jour, alors que c'est impossible, mais si, je voudrais qu'elle se retrouve. Voilà, je donne cet espoir. En tout cas, tu nous fais aimer la vie, et je t'en remercie. Vraiment, au nom de tous les lecteurs, et les lectrices et lecteurs qui sont certainement en train de nous regarder. Et justement, Marlène, pour revenir sur cette idée de lire, c'est la vie, moi je vous relance une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un livre pour vous qui représente cette idée-là de lire, c'est la vie? Et Marie, tu peux répondre aussi. Ça s'adresse à tous les deux. Un livre, que ce soit de Timothée ou autre. Eh bien, moi je trouve que... Alors, dans nos livres, les livres qu'on a pu lire, oui, c'est ça. Ils ont marqué... Non, mais je suis en train de chercher le titre du livre de Romain Gary. C'est pas La promesse de l'aube, c'est La vie devant soi. La vie devant soi. La vie devant soi. Qui a été pour moi, je sais pas, la promesse de la vie, je sais pas, quelque chose qui m'a complètement ouvert. En tout cas, la littérature et à ce qu'est la littérature dans ce qu'elle retranscrit de la vie. Toutes ces sensations, ces émotions, c'est un livre quand même dur, mais en même temps qui est rempli d'espoir. Et un des plus beaux titres du monde, quand même, La vie devant soi, on aurait tous envie de le piquer. Oui. Ça, c'est vraiment bien. Et un autre très beau titre, qui est le livre auquel je pense, mais je pense que je répondrai à un autre titre, hier et demain. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, qui est bien, en ce moment. C'est Le chant du monde de Jean Giono. Première scène de ce livre, c'est un torrent. Et alors là, pour le coup, mon maître en sensation, cette eau qui coule, un bûcheron qui est là, le besson aux cheveux rouges, qui est dans l'eau jusqu'aux épaules, en train de bouger des billes de bois, dans une sorte de pays imaginaire qui n'est jamais nommé, qui pourrait être une sorte de Québec. C'est comme ça en tout cas que je le vois. Et il y a toutes ces sensations et un western. Allez lire le Chant du monde, c'est un grand plaisir. Et non, plutôt lisez mes livres avant, parce que sinon j'ai peur que la comparaison
Voilà, mais voilà le livre, le titre qui me vient là, sur la vie. Enfin bref, on aura une vie pour lire tous tes romans, lire La vie devant soi, Le chant du monde. Et j'espère qu'on a fait la démonstration que la littérature, c'était la vie même. Ouais. Oui. Et je pense qu'on aurait pu continuer encore comme ça très aisément longtemps. Mais écoutez, on se reprendra. Un grand merci. Merci de nous avoir invités. Merci Marlène, merci Marie. C'était très agréable. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça sera en fait notre dernière présentation là, pour le printemps. On va prendre quelques vacances d'été pour vous préparer la rentrée d'automne. Donc, on se retrouve en fait le 12 septembre et le 26 septembre prochain. Les invitations sont à venir. On reste là pour vous. D'ici là, on vous souhaite un bel été. Merci. Merci beaucoup.